Salut, je suis Anan Mouimescafre. Et je suis Amélia Viguier. Bienvenue dans Sous Conditions, le podcast qui parle des inégalités sociales. Sous Conditions, c'est réfléchir aux inégalités sociales avec les personnes concernées, mais aussi des acteurs et actrices de la lutte contre les inégalités. Cette saison, on va réfléchir au concept d'intersectionnalité pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Quand on parle des inégalités sociales de santé, on reconnaît que l'accès aux soins est inégal en fonction du statut social d'une personne. Ces inégalités peuvent être dues au genre, à la classe, à la race ou à d'autres caractéristiques. Et c'est là que l'intersectionnalité apporte une grille de lecture intéressante. C'est un concept sociologique qui montre comment une personne peut être au croisement de différentes discriminations. C'est comme une loupe qui nous permettrait de mieux voir les effets combinés des discriminations. Et dans cette saison, on va s'interroger sur l'intersectionnalité dans le champ de la santé. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Dersch pour parler de santé communautaire et d'universalisme proportionné, notamment à travers la lutte contre le VIH. On va prendre le temps de redéfinir le VIH. Le sigle signifie virus de l'immunodéficience humaine. C'est une infection sexuellement transmissible et on ne rappellera jamais assez qu'une personne séropositive au VIH qui prend un traitement ne peut pas transmettre le virus. Nicolas, vous êtes directeur régional du pôle santé communautaire et lutte contre les discriminations au sein du secteur solidarité du groupe SOS, dont vous êtes également le porte-parole du plaidoyer de lutte contre le VIH-Sida. Bonjour Nicolas et bienvenue dans Sous Conditions. Bonjour et merci de nous recevoir, Anan et Amélia. Bonjour. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les associations qui composent votre pôle ? Oui, alors au sein de ce pôle, il y a 3 associations. La plus ancienne, c'est ARCAT, une association de lutte contre le VIH-Sida, qui a été créée au début de l'épidémie, à une période où tout le monde était assez démuni face à l'épidémie, qui touchait massivement les gays, mais aussi les usagers de drogues injectables, les travailleuses et les travailleurs du sexe. Donc c'est une association qui a évolué avec l'épidémie en essayant de proposer des réponses adaptées aux différentes communautés les plus exposées, tant en termes de prévention que d'accompagnement et aussi de plaidoyer. Donc on a le programme ASIA, par exemple, qui s'adresse au public chinois vivant à Paris et notamment aux travailleuses du sexe. Il y a également le Passare Latino qui intervient auprès des communautés latino-américaines vivant à Paris et plus spécifiquement encore les travailleuses du sexe. Et enfin, on a le programme Repère qui est le tout nouveau, qui s'adresse à des publics afro-caribéens, primo-arrivants et qui sont donc dans des situations sociales, administratives et économiques très précaires et sont de ce fait exposés à des risques en santé spécifiques. Ensuite, il y a le Checkpoint Paris qui a ouvert le 3 mai son centre de santé sexuelle communautaire. Donc c'est la deuxième association du pôle santé communautaire du groupe SOS. Donc l'offre de santé du Checkpoint Paris, elle est dédiée aux personnes LGBTI+. Elle a été co-construite avec des personnes membres de ces communautés et elle répondra, on l'espère, aux besoins des personnes LGBTI+, avec une offre de santé et de soins de qualité et bien sûr une équipe qui est respectueuse des orientations sexuelles et des identités. Et enfin, la 3e association qui compose ce pôle, c'est Altaïr. C'est une association qui a développé depuis les années 80 des programmes ou des établissements qui accueillent et accompagnent des travailleuses du sexe ou des personnes en situation de prostitution et qui dispose de places d'hébergement en appartements de coordination thérapeutique et en centre d'hébergement ou de réinsertion sociale. Et peut-être pour conclure par rapport à la présentation de ce pôle, le dénominateur commun de ces 3 associations, c'est de partager la volonté de construire des réponses aux besoins de leur public en mobilisant l'expertise et l'expérience de professionnels qui sont issus des mêmes communautés, mais aussi des personnes accueillies ou qui sont la cible des actions ou des programmes. Est-ce que ce pôle a une perspective intersectionnelle et pensez-vous que l'intersectionnalité peut aider à lutter contre les inégalités sociales de santé ? Ce qui est certain, c'est que toutes les personnes que l'on accueille sur ce pôle font partie de communautés qui sont minorisées, victimes de discrimination et pour bon nombre d'entre elles qui cumulent des facteurs de vulnérabilité. Le VIH, c'est presque un cas d'école puisque les déterminants de santé et les inégalités de santé nous sautent tous les jours au visage. Les études en sciences sociales qui s'intéressent aux inégalités sociales de santé ont démontré à de nombreuses reprises que l'on soigne différemment un homme ou une femme, une personne racisée ou blanche, une personne avec des ressources ou sans, une personne française ou étrangère. Et il y a des pratiques et des traitements différenciés, voire des discriminations par le système de santé qui ont été mises en évidence par ces études. Donc évidemment, ces différences de traitement, à minima, elles se cumulent, mais ce qu'on observe de manière assez empirique à ARCAT, au Checkpoint ou à Altaïr, c'est qu'elles se conjuguent et éloignent encore davantage du soin les personnes qui appartiennent à plusieurs communautés. Je prends 3 exemples qui vont dans ce sens de la dégradation des situations du fait de l'intersectionnalité. Le premier exemple, à ARCAT, on accueille des personnes vivant avec le VIH qui sont en grande majorité des personnes migrantes, donc racisées.
Parmi elles, on compte une grande majorité de femmes cis et trans, et la féminisation de la file active d'ARCAT s'explique par la féminisation globalement du VIH qui est observée depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, dans le monde, 60% des nouvelles infections chez les jeunes de moins de 25 ans concernent des femmes. Les femmes sont la catégorie la plus touchée en Afrique subsaharienne, où elles représentent 58% des adultes vivant avec le VIH. Et en France, les femmes comptent annuellement pour environ un tiers des nouvelles découvertes. Parmi elles, les femmes nées à l'étranger, originaires notamment d'Afrique subsaharienne, représentent environ les 2 tiers des infections. Donc on voit bien ici qu'il y a un cumul de vulnérabilité dû à l'appartenance à plusieurs groupes minoritaires. Dans le deuxième exemple, ce serait au checkpoint. En fait, ces dernières années, on a constaté que les résultats positifs au VIH rendus le sont principalement, proportionnellement, plus chez des hommes racisés ou vivant des situations de précarité économique. Ce n'était pas forcément le cas il y a plusieurs années en arrière. Mais aujourd'hui, on peut penser qu'une partie de notre public, notamment le plus inséré économiquement, donc celui qui ne cumule pas d'autres facteurs de vulnérabilité que son orientation sexuelle, a davantage eu accès à la PrEP parce que mieux informé et ayant de meilleures conditions de vie. Et donc ce public minoritaire, victime de discrimination du fait de son orientation sexuelle, mais qui a priori n'est pas à l'intersection ou au croisement de plusieurs appartenances à des groupes minoritaires, semble mieux protégé aujourd'hui contre des risques de contamination par le VIH que les gays qui sont membres d'autres communautés minorisées. Et puis peut-être un dernier exemple qui illustre également bien l'intersectionnalité, cette fois à ARCAT et à Altaïr. On accueille donc principalement des femmes trans migrantes et on constate également ce cumul, voire cette conjugaison des facteurs de vulnérabilité. On le voit dans la mise en œuvre des parcours de santé, dans les prises de risques liées à des consommations de produits ou de médicaments, mais aussi dans un recours important au travail du sexe réalisé dans des conditions difficiles, souvent en extérieur, avec une forte exposition aux violences. Qu'est-ce qui est le plus prégnant ? Est-ce que c'est d'être une femme trans ou d'être migrante ou d'avoir des conditions de vie précaires qui est le plus déterminant sur leur état de santé? En fait, c'est la conjonction de toutes les violences vécues parce que femmes, trans, migrantes, travailleuses du sexe et pauvres. Donc on ne peut pas agir contre les inégalités sociales de santé en pensant que les communautés sont des blocs homogènes et fermés. Il ne peut pas y avoir une réponse unique pour une communauté et finalement, si les vulnérabilités et les discriminations se conjuguent, alors on doit aussi conjuguer les réponses à apporter à ces différents publics ou communautés. Comment la médiation en santé pair et les stratégies d'aller vers contribuent-elles à la lutte contre les inégalités sociales de santé ? Alors, la médiation en santé pair et l'aller vers, ça s'inscrit dans une approche communautaire de la santé qui s'appuie sur l'expérience partagée de savoir expérientiel pour répondre au mieux aux besoins des publics et des communautés. C'est une approche donc communautaire qui permet le partage d'expériences entre pairs, qui a souvent beaucoup plus d'impact en réalité que les relations verticales d'accompagnement. Et en plus, elle favorise le développement des capacités individuelles et par agrégation des capacités collectives. L'une des clés, c'est les médiateurs de santé pair qui connaissent les communautés, qui en sont membres et qui ont des expériences de vie communes avec les membres de ces communautés et qui connaissent leurs difficultés et leurs priorités. Et on parle beaucoup de pair aidance, mais j'aime bien le terme de pair émulation, c'est-à-dire la transmission de l'expérience de pair à pair ou de pair à groupe d'aidants. C'est vraiment essentiel de reconnaître les savoirs expérientiels au même titre que les savoirs théoriques ou les savoirs professionnels acquis dans le cadre d'une formation. Pour moi, certains métiers ne peuvent s'exercer pleinement sans avoir de savoir expérientiel. Et ça, c'est tout le savoir-faire des médiateurs en santé pair. Nicolas, qu'est-ce que la santé communautaire ? C'est un domaine de la santé publique et une stratégie de promotion de la santé. Sa spécificité, c'est d'être populationnelle et non individuelle. Donc elle s'intéresse, comme son nom l'indique, à la santé des communautés ou de groupes de personnes qui partagent des conditions de vie qui les exposent à des risques spécifiques en santé. Donc pour faire vite, il est particulièrement difficile de prendre soin de soi et donc de sa santé quand nos conditions de vie sont précaires, quand on est stigmatisé, exclu, discriminé ou quand on est victime de violences racistes, sexistes, transphobes, homophobes. Donc prendre soin de soi, ça implique une estime de soi suffisamment bonne et cette estime de soi, elle est évidemment altérée par toutes les agressions qu'on subit en tant qu'individu du fait de son appartenance à une minorité ou à un groupe de population défavorisée. Le principe de la santé communautaire, c'est d'impliquer les membres de communautés ou de groupes de personnes qui sont exposés à ces risques. C'est le groupe ou la communauté qui transforme les normes et met en œuvre une dynamique de changement qui pourra soutenir l'individu. Cette dynamique, on l'a vu dans la lutte contre le VIH, la communauté des consommateurs de produits injectables, par exemple, a su se saisir des outils de réduction des risques à partir du moment où ils ont été mis en œuvre. C'est la vente libre de seringues stériles en pharmacie et les programmes d'échange de seringues.
Et particulièrement pour cette communauté, il y a eu de la transmission de bonnes pratiques entre pairs pour réduire les risques de contamination, et ça a bien fonctionné pour le VIH. On peut tout à fait co-construire avec les communautés des réponses qui sont adaptées à leur enjeu de santé, mais ça nécessite des moyens évidemment, et surtout de faire un pas de côté par rapport à l'idéal républicain universaliste. Alors du coup, je pense que c'est important à ce stade de rappeler ce qu'est une communauté, puisqu'on l'amalgame souvent au communautarisme, alors que c'est tout à fait l'inverse. Une communauté, c'est un groupe de personnes qui partagent du commun dans ses pratiques, dans ses conditions de vie, dans ses lieux de vie, ses modes de vie, mais aussi dans ses expositions à des violences ou des discriminations. Ce terme de communauté, il est globalement très positif et ne traduit pas du tout l'enfermement, puisqu'on fait partie de plein de communautés différentes et une société se construit justement par les échanges et les enrichissements intercommunautaires. On parle même de communauté virtuelle avec l'explosion des réseaux sociaux et un message qui coulole ma communauté, ça ne pose aucun problème à personne. Mais dès qu'on fait valoir le terme de communauté pour parler d'un groupe minorisé, c'est suspect et c'est considéré comme de l'enfermement ou de l'entre-soi. Pourtant, faire le choix de vivre dans le 16e arrondissement de Paris, c'est par exemple clairement de l'entre-soi. Il s'agit de rester entre personnes du même milieu social, privilégiées économiquement, parce que, a priori, c'est plus confortable. Pour autant, on ne va jamais reprocher aux habitants du 16e d'être des communautaristes, alors même qu'ils font le choix de vivre dans ce quartier pour ne pas se confronter à l'altérité. Donc, il y a un vrai truc très étonnant dans la façon dont on rejette les communautés à partir du moment où elles font partie de groupes vulnérables. Mais c'est justement parce qu'il y a des groupes vulnérables qu'on doit construire des réponses à leurs besoins en santé, qui ne sont pas universelles mais spécifiques à ces groupes ou à ces communautés. Les personnes trans sont souvent exposées à des risques de précarité économique et sociale. Quelle est aujourd'hui l'offre de santé pour les personnes trans ? Les discriminations et le non-respect de leurs droits fondamentaux sont scandaleux et par ailleurs, les professionnels de santé qui les accompagnent au quotidien et qui s'engagent à leur côté font parfois l'objet de procédures judiciaires. Récemment, il y a l'Ordre des médecins qui a condamné en Occitanie 2 médecins à des peines d'interdiction de la médecine d'1 ou 3 mois suite à la plainte de parents d'une personne trans, par ailleurs majeure, alors qu'ils n'ont fait que respecter l'autodétermination de leur patient en lui permettant d'accéder à des soins favorables à sa santé et à son bien-être. C'est quand même dingue. Les personnes trans ont des difficultés majeures pour trouver des professionnels de santé respectueux et bienveillants et disposés surtout à les prendre en soin. Elles témoignent également depuis plusieurs années d'une dégradation de leurs conditions d'accès aux soins avec des refus d'accorder des ALD, des affections longue durée, permettant une prise en charge à 100% des soins par l'assurance maladie. Tous ces obstacles rencontrés et les discriminations subies sont responsables d'un taux élevé de renoncement aux soins et mettent en danger la santé physique et mentale des personnes trans qui sont déjà vulnérables. Les parcours de santé trans sont extrêmement violents pour les personnes concernées puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de dépsychiatrisation réelle des transidentités. On parle encore de dysphorie de genre par exemple, qui est un terme qui vient de la psychiatrie. Actuellement, l'examen psychiatrique conditionne toujours de manière illégale l'accès à certains soins pendant la transition. Certains médecins exigent une consultation psychiatrique, voire jusqu'à 2 ans de suivi psy, avant de demander la fameuse ALD qui permet la prise en charge des soins par l'assurance maladie. En février, le Sénat a rejeté la possibilité pour les femmes seules et les couples de femmes homosexuelles à accéder à la procréation médicalement assistée, donc la PMA. Cette loi exclut d'ailleurs les femmes trans. Nicolas, est-ce que vous pensez que la santé est politique ? Oui, la santé est évidemment politique. Les comportements en santé, notamment dans le domaine de la prévention, sont étroitement liés aux conditions de vie. Quand on peut penser sa bonne santé et son bien-être, c'est qu'on n'a pas à penser à sa survie. Or, les vies précaires imposent de penser la survie. Et la précarité, c'est le fruit de l'héritage, évidemment. Comme on hérite d'un patrimoine privilégié, on hérite d'un patrimoine précaire. Et ça se mesure économiquement, mais également socialement. Et quand la précarité économique se conjugue avec la précarité sociale et les discriminations, on ne peut que penser sa survie, et ça, même si on accorde une importance à sa bonne santé. Mettre en œuvre une politique de santé qui n'exclut pas, c'est œuvrer pour la santé publique et la santé individuelle. Et quand on attaque des systèmes comme l'aide médicale d'État en introduisant des délais de carence ou des contraintes administratives qui empêchent le recours aux droits et donc à la santé des plus précaires et vulnérables, on fait un choix politique qui n'est pas en faveur de la santé ni individuelle ni même collective. Et ça va au-delà des politiques de santé. La pénalisation des clients de la prostitution altère les conditions de vie des travailleuses du sexe, directement en les privant de ressources alors même que la prostitution n'est pas interdite. On appauvrit les femmes et les hommes cis et trans qui sont le plus souvent issus des communautés discriminées, mais on altère aussi la capacité des travailleuses du sexe à prendre soin de leur santé en les fragilisant et en les éloignant des lieux et des associations qui peuvent leur proposer des offres de santé, de soins ou de prévention. Il y a d'autres lois
qui peuvent conduire également à l'éloignement de certains publics des lieux de soins. Je prends un exemple récent qui date de quelques semaines et pour lequel on n'a évidemment pas de recul. Interdire les sorties scolaires aux mères musulmanes qui portent le voile. Ce n'est pas directement lié à la santé. A priori, aucun lien. Pourtant, si l'école, qui est un pilier de la République française, rejette ces femmes, comment peuvent-elles penser qu'elles pourront être accueillies, elles et leurs enfants, dans les autres espaces de la République, comme les administrations ou les hôpitaux? Est-ce qu'elles peuvent penser qu'elles ont les mêmes droits et les mêmes accès aux aides sociales et aux soins, alors qu'elles n'ont même pas accès à l'école, où pourtant elles contribuent par leur présence à construire du commun et participent à l'idéal de communauté nationale? Énormément de lois qui, a priori, n'ont pas de lien avec la santé ont un impact sur le recours aux soins. Pour revenir au VIH, on parle d'épidémie politique puisqu'elle a été un révélateur de nouvelles inégalités sociales de santé qui n'étaient souvent vues que par le prisme des catégories sociales. Cette épidémie a mis en avant des inégalités sociales de santé liées à l'orientation sexuelle, au genre, à la race, au comportement comme l'usage de drogues injectables. Mais au-delà de cette prise de conscience de nouvelles inégalités sociales de santé, elle a permis à des associations et des communautés d'être le moteur d'une mobilisation sans précédent dans le domaine de la santé, avec la reconnaissance par le monde de la santé et de l'expertise des premiers et premières concernés. Et ce sont ces femmes et ces hommes militants vivant avec le VIH qui ont conduit à des changements de paradigme repris par l'Organisation mondiale de la santé, le fameux « rien pour nous sans nous ». Une des stratégies promues par vos associations est l'universalisme proportionné. Pouvez-vous expliquer le concept à nos auditeurs? Oui, alors avant, il faut revenir rapidement sur l'approche universelle, qui considère qu'une intervention offerte à tous et toutes, donc universelle, a le potentiel de soutenir l'ensemble de la population et de favoriser le bien-être de tous et toutes, quel que soit son niveau socio-économique. En réalité, ces interventions universelles, elles négligent ou elles excluent une tranche importante de la population, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'un soutien accru et qui sont plus difficiles à rejoindre. Par contre, ces interventions universelles, elles bénéficient pleinement aux groupes les plus privilégiés. L'universalisme, dans son application la plus simpliste, elle est contre-productive puisqu'elle favorise ceux qui le sont déjà et, par effet de vase communicant, elle exclut un peu plus ceux qui le sont déjà aussi. Pour résumer, le principe de l'universalisme ne conduit pas nécessairement en pratique à l'universalisme. Et ça crée même des situations assez délirantes. Il me semble que c'est le professeur Gilles Pialou qui dit qu'en France, on est les champions du monde du dépistage du VIH pour dépister les séronégatifs. Ça illustre parfaitement l'inefficacité d'une offre de dépistage universelle qui est déployée à grande échelle et qui ne s'intéresse pas aux publics qui sont les plus exposés ou concernés. À l'inverse, l'approche ciblée ou communautaire, elle vise à toucher une partie de la population de manière prioritaire. L'accès à l'intervention dépend de critères qui sont des critères de revenus, de niveau scolaire, d'études, de catégories socio-professionnelles, encore de l'état de santé, du genre, de l'âge. Pour réduire les inégalités sociales de santé, les actions doivent être universelles avec une ampleur et une intensité qui est proportionnelle au niveau de défaveur sociale. Nicolas, vous avez porté le plaidoyer de lutte contre le VIH/SIDA du groupe SOS. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce plaidoyer ? Il porte sur 3 propositions prioritaires. La première proposition, c'est la création de centres de santé sexuelle communautaires qui proposent une offre de santé globale à destination des personnes LGBTI+, tout en étant un lieu ressource pour la formation des médecins de ville à la santé sexuelle pour tous et toutes. La deuxième proposition est de développer massivement des programmes de prévention à destination des populations migrantes reposant sur le principe de la santé communautaire. Enfin, la troisième proposition consiste en la révision de la loi de pénalisation des clients de 2016. Elle se révèle contre-productive dans son volet répressif qui a pour effet d'augmenter la précarité et l'exposition aux risques en santé, dont l'exposition au risque VIH. Et elle est peu efficace dans son volet social qui vise la sortie de la prostitution des personnes concernées. Justement, Nicolas, vous l'avez dit, en 2016, la loi sur la pénalisation des clients a été adoptée. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer l'impact que cette loi a eu sur la santé des travailleurs et des travailleuses du sexe ? Oui, la loi du 13 avril 2016 qui introduit la pénalisation des clients de la prostitution, elle a fortement dégradé la situation économique et sociale des personnes en situation de prostitution et des travailleuses du sexe, une des populations qui est le plus exposée au VIH. 42% des personnes en situation de prostitution ou travailleuses du sexe déclarent être davantage exposées aux violences en étant à présent contraintes de travailler dans des lieux isolés sur des horaires qui sont allongés et de plus en plus tard dans la nuit en acceptant des clients qui auraient été refusés auparavant. 63% constatent de ce fait une dégradation de leurs conditions de vie.
santé physique, mentale. 78% constatent une baisse de leurs revenus conduisant à une plus grande précarité, en particulier les femmes migrantes travaillant dans la rue. 38% des personnes en situation de prostitution et travailleuses du sexe déclarent avoir de plus en plus de difficultés à imposer l'usage du préservatif. Or, l'esprit de la loi était de protéger les personnes en situation de prostitution et les travailleuses du sexe en renversant la charge de la culpabilité par l'abrogation du délit de racolage et la pénalisation des clients. Quant au parcours de sortie de la prostitution, qui est le volet social de la loi, son bilan est très mitigé puisque seuls 39% des personnes en situation de prostitution et travailleuses du sexe connaissent son existence et parmi elles, seulement 26% souhaitent en faire la demande, alors que la majorité d'entre elles souhaitent changer d'activité. Ce qui est en cause, c'est un parcours de sortie de la prostitution qui est déconnecté de la réalité de la situation des personnes concernées. D'une part, les conditions d'accès sont bien trop restrictives, notamment l'obligation d'avoir cessé l'activité prostitutionnelle au préalable, qui est en plus d'être hautement discutable, puisque l'activité n'est pas interdite par la loi, c'est contraire au principe de l'inconditionnalité de l'accueil, comme le souligne le défenseur des droits. Et d'autre part, les moyens qui sont mobilisés sont insuffisants pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s'inscrire dans ces parcours de sortie. Le niveau de l'allocation qui est accordé est bien trop bas pour permettre de vivre dignement et le recours au logement social dysfonctionne. Et on constate des inégalités entre les territoires concernant la mobilisation et le déploiement du dispositif. Enfin, la durée du titre de séjour de 6 mois qui est délivré aux personnes étrangères intégrant des parcours de sortie empêche de se projeter et de construire dans une insertion professionnelle durable, ce qui est quand même l'objet premier de la loi et des parcours de sortie. Est-ce que vous pensez que les politiques de santé publique sont suffisamment en lien avec les acteurs et actrices associatifs de terrain et les personnes concernées ? Non, et c'est certainement ce qui explique l'inefficacité de ces politiques de santé pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Pourtant, le principe d'associer les personnes aux décisions qui les concernent, c'est un principe défendu par l'OMS et c'est une préconisation pour répondre aux besoins de santé des populations. Nicolas, pour finir, selon vous, que faut-il faire pour réduire les inégalités sociales de santé aujourd'hui ? Je crois qu'il faut arrêter de croire que la défense aveugle et dogmatique du principe de l'universalisme conduit à sa mise en œuvre effective et qu'il permet de lutter contre les inégalités. L'universalisme tel qu'il est mis en œuvre renforce les inégalités. Il faut donc le repenser en considérant que pour atteindre l'objectif de l'universalisme, il faut non pas créer de l'inégalité mais de l'équité et donc agir différemment auprès des personnes et des groupes qui cumulent des vulnérabilités pour leur donner les moyens d'accéder à l'universalisme. Nicolas, merci d'avoir participé à ce podcast. On tient également à remercier l'équipe de Folie qui nous a permis de réaliser ce podcast. Clément Escaf, Virginie Fossé, Jennifer Sevilla, François Bonnet et toutes les personnes qui nous ont aidés. C'était Sous Condition, le podcast qui parle des inégalités sociales, parce qu'en parler, c'est reconnaître qu'elles existent et c'est tendre vers plus de justice sociale. N'hésitez pas à réagir, à nous suivre et à nous poser des questions sur l'Insta et le Facebook Sous Condition. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour parler d'innovation sociale et médicale avec Yacine et Nomani de Banlieue Santé. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Salut. Salut.